Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, c'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Les vraies voix citoyennes, ils sont de retour. On s'était passé d'eux. Il y avait un manque lundi dernier. J'espère bien. Un manque énorme. Aurélie Gros, vous avez reconnu la voix de Stéphane Pellet, co-président du G500. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous avez un teint allez, bronzé. Allez. À mon avis, vous étiez plus près de Marseille que du Cap Nord. Exact. Et puis il fallait bien la vivre, cette demi-finale qui va arriver. Vous voulez parler de l'OM qui a éliminé Benfica au tir au but. Vous savez que Stéphane Pellet est supporter de l'OM. Et on souhaite d'ailleurs tout le meilleur aux Olympiens pour la demi-finale face à l'Atalanta Bergame. Même chose pour le PSG, évidemment, face au Borussia Dortmund. Un peu moins bronzé. Ah oui, moi, je n'étais pas à Marseille. Hein. Vous étiez où? Ah, bah, ça ne nous regarde pas, comme disait un commentateur de football célèbre, Thierry Roland. Je m'occupais de mes 4 enfants. Ah oui, ça va, Aurélie Gros? Très, très bien. En pleine forme. Très en forme. Vous nous avez manqué. Ah ben, nous aussi. Et demain, on va à l'Assemblée nationale, on va faire de belles choses, on va parler du G500, on va parler des mesures, on va porter les résolutions de nos associations. Donc on est très fiers, c'est une semaine qui reprend en beauté. Magnifique. Et on va parler musique. La musique comme instrument d'inclusion, on le sait, la musique est un bon moyen d'intégration. Elle ne s'arrête pas lorsque les temps deviennent difficiles. L'art peut être une force motrice pour le développement social. On va parler du maestro, c'est bien ça, c'est une expérience créative unique. Il permet notamment de façon ludique, intuitive et sans écran. Ça c'est important parce qu'il y en a ras-le-bol des écrans, de découvrir la musique et d'en partager les émotions et les bienfaits. Merci à Karine Elbert, fondatrice de Concerti, d'être avec nous ce soir. Alors que 72% des 18-24 ans se considèrent engagés, 9 points de plus que la moyenne, dont 17% très engagés, 55% seulement des personnes âgées de 65 ans et plus se disent engagées, soit 8 points de moins que la moyenne qui est de 63%. Contrairement à ce qui est souvent mis en avant dans les discours dominants, les jeunes n'ont pas démissionné de tout investissement dans la chose publique. Des enquêtes récentes ont montré qu'ils sont même plus engagés que les moins jeunes, relativisant certaines idées reçues, les décrivant comme massivement repliés sur un individualisme frileux et enfermés dans une apathie civique, en tout cas la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Alexis Costa, président de la fédération Les Engagés, sera avec nous pour en parler. Et tout de suite, les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Aurélie, alors c'est avec Stéphane Pellet, et la musique adoucit les mœurs, disaient certains, ou comme disait Nietzsche, sans musique, la vie serait une erreur. La preuve avec Karine Elbert, fondatrice de Concerti. Eh bien, cher Philippe et Stéphanie, vous placez la barre très haut, citant des philosophes. Mais en fait, ça tombe très très bien, parce que ce soir, nous recevons une concertiste, une musicienne, une double primée de l'Académie Charles Cros, donc quelqu'un qui a un parcours exceptionnel, qui fait des concerts dans le monde entier. On en parlait il y a tout à l'heure hors antenne, comme on dit, Hawaï, l'Arabie Saoudite, la Chine, etc. Mais en fait, Karine, vous allez nous raconter une toute autre histoire ce soir, parce qu'en fait, vous allez nous dire ce que vous avez mis au point depuis des années avec des chercheurs du CHU de Caen, avec des associations de parents, notamment avec des enfants atteints d'un certain nombre de handicaps, de déficiences. Et vous avez mis au point un instrument dont on entendra tout à l'heure peut-être quelques notes aussi, exceptionnel, puisqu'il permet de faire de la musique sans la moindre barrière finalement, et puis de produire du son, du très beau son. C'est-à-dire on est à l'opposé, vous savez, du flutio qu'on offre à Noël à nos enfants. Ça rappelle des souvenirs de 6e, 5e, 4e. Voilà, Karine, ravie de vous accueillir dans cette émission. Bonjour. Et de nous raconter cette histoire née d'une rencontre citoyenne avec des parents, notamment d'un enfant handicapé. Alors déjà, racontez-nous votre histoire en tant que musicienne. Parce que c'est quand même important, c'est la base. Alors moi, je suis musicienne sortie d'un conservatoire, donc j'ai fait le parcours difficile, parfois, qu'on nous fait subir dans certains conservatoires, faut le dire. Mais j'ai eu la chance de faire 20 ans de conservatoire de piano. Je suis devenue pianiste et assez rapidement compositeur pour le spectacle vivant.
dans ces théâtres. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré un instrument très particulier qui s'appelle le cristal bâché. Ah, ça consiste en quoi? Ça a changé ma vie. Cet instrument est très rare. Il y en a une trentaine dans le monde et on est 10 musiciens à en jouer. Ce sont des tiges de verre de cristal qui sont alignées les unes à côté des autres et qu'on frotte avec les doigts mouillés. Alors c'est le principe du verre de cristal que on connaît ce son-là. Sauf que moi j'ai un clavier entier comme un piano. Et avec cet instrument qui fait 100 kilos, le frottement des tiges de verre avec les doigts mouillés produit du son entre l'orgue et le violoncelle, à peu près, et se répercute dans des grandes voiles de tôle et dans des grands cônes en fibre de verre. C'est un instrument assez particulier et qui a fait que, effectivement, je me suis beaucoup baladée dans le monde entier avec cet instrument. Parce que je joue de la musique classique dessus, ce qui est assez rare avec cet instrument, de jouer de la musique classique. En jouant du piano, ça a été simple pour vous d'appréhender cet instrument? Non, parce que mes 10 doigts sont considérés comme des archers, puisque je frotte la tige. Donc en fait, j'aurais été violoniste ou violoncelliste, ça aurait été plus facile d'appréhender cet instrument. Ouais. Mais faut être musicien quand même pour s'attaquer à ça. Instrument inventé en France et plus particulièrement dans un superbe département qui est l'Essonne. M'étonne pas, vous disiez que l'Essonne est un superbe département. Non, c'est ça comme ça. Moi, je connais un peu l'Essonne, c'est très très beau. Qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Non, tout à fait, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. En fait, on s'est rencontrés avec Aurélie et Stéphane dans ce département parce que Monsieur Bachet, donc le cristal Bachet, François et Bernard Bachet habitaient Saint-Michel-sur-Orge. Oui. Et il est mort il y a quelques années, à l'âge de 102 ans, comme quoi la musique conserve. Oui. Et en fait, on s'est rencontrés grâce à une biennale qui était en l'honneur de Monsieur Bachet, où j'ai pu jouer du cristal pour lui. Et Aurélie Gros et Stéphane Pellet étaient là. Et la rencontre a été pétillante. Alors il y a une autre rencontre. Comme les bulles dans un verre de cristal. C'est ça. Bravo. Stéphane Pellet. Ou en buvant du cristal. Vous critiquez l'Élysée, mais vous voyez champagne. Oui, mais moi c'est moi qui le paye, c'est pas le contribuable. C'est juste remarque. Alors en parlant de rencontre, ce soir, ce qui est très important, Karine, c'est de nous raconter celle donc que vous avez faite avec Camille, une enfant de 4 ans, polyhandicapée, et qui, à partir de laquelle est née cette histoire de cet instrument qui donc est là devant nous. Il arrive, il est là. On va vous faire une démonstration tout à l'heure, ça va être magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Alors, en 2012, comme quoi, ça fait longtemps. En 2012, on m'a demandé de venir jouer de mon instrument, le cristal, dans un IME. Alors un Institut médico-éducatif. Institut médico-éducatif qui reçoit des enfants handicapés et polyhandicapés. Et il y a un petit garçon, Camille, qui est un bébé secoué. Donc bébé secoué veut dire secoué par son papa à 6 mois, le cerveau arrête de fonctionner et ce bébé normal devient donc polyhandicapé, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il ne marche pas, il ne parlera jamais, il ne marchera jamais. Mais étonnamment, cet enfant chante en permanence et la seule chose qui lui fait lever la tête, c'est la musique. Et cet institut médicalisé lui paye le luxe de faire venir des musiciens pour cet enfant. Et moi, je viens avec le cristal, alors 100 kilos quand même, dans l'IME. Et je joue pour lui tous les mois pendant 1 an. Et je m'aperçois que non seulement il chante juste, mais il a une oreille parfaite, ce qu'on appelle dans le monde de la musique une oreille absolue. Il chante tout dans les bonnes tonalités. Quand on chante dans une autre tonalité, il remet dans la tonalité. Et moi qui ne suis pas musicothérapeute, qui ne suis pas non plus professeur de musique, je suis juste musicienne et maman aussi. Donc je suis choquée et je m'attache à cet enfant. Et au bout d'1 an, je me dis comment peut-il jouer de la musique, cet enfant qui n'aura jamais accès à un instrument de musique, mais quand même il va avoir une vie très longue parce que il est physiquement, il n'a pas d'handicap physique, c'est le cerveau qui s'est arrêté de fonctionner. Et comment cet enfant peut passer toute sa vie sans avoir accès à lui, la pratique musicale? Donc en fait, je demande à l'IME de revoir cet enfant l'année suivante et de leur demander s'il existe des instruments qui permettent aux enfants handicapés, polyhandicapés, de faire de la musique. Et je pense naïvement que ça existe. Alors oui, il y a plein d'objets qui existent, mais qui sont un peu comme nos jeux pour enfants. Vous savez, l'ergonomie est remarquable, mais ce qui sort, ce n'est pas ce qu'on appelle de la musique. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure à Aurélie, quand on offre à nos enfants des jeux musicaux, ils ont 3-4 ans. En général, quand on vient boire l'apéro et que l'enfant a envie de jouer de la musique pour nous montrer ce qu'il a fait, on lui dit « fais moins de bruit, va dans ta chambre, il n'y a plus de piles ». En gros, c'est ça. Donc, ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Donc moi, je cherche pendant 2 ans ces objets-là et je dis, mais moi, je ne peux pas faire du cristal bâché
avec ces objets-là. Si jamais Camille joue avec ça, moi je peux pas jouer. Donc comme je reste très attachée à cet enfant et que quand j'ai une idée en tête, voilà, je me dis je vais lui inventer un objet qui lui permette de, sans écran, sans fil et sans ondes, parce que dans les IME il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de Wi-Fi et il n'y a pas d'écran. Et puis parce que je pense que les enfants ont bien d'autres choses à faire pour l'imaginaire que d'être devant des écrans. Et du coup, on invente un premier objet en bois. Tout d'abord, c'est celui qu'Aurélie a rencontré en 2015 ou 16. Et je retourne voir ce petit Camille qui a 8 ans à l'époque et qui ne parle toujours pas, ne marche toujours pas. Et quand il a manipulé l'objet, il a manipulé les petits modules en bois et il a levé la tête en faisant... Il a levé sa tête en l'air, et il a souri et il a joué pendant une demi-heure de la musique. Alors vous pouvez les montrer parce qu'on est filmé, on va faire une démonstration après. C'est un peu comme un palais de hockey sur glace. On va voir ça dans quelques instants. Voilà, donc en fait, je sais pas où est la caméra, mais on va voir ça dans quelques instants. On va justement faire durer le suspense et nos auditeurs. Donc en fait, il a manipulé les palais qui étaient en bois. On doit faire la pub maintenant. Dans quelques instants, oui. Voilà. Non, on a comme ça fait durer le plaisir. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Qui font bouger la France et qui la font danser. Et on va parler musique, hein. Philippe, on continue à parler musique. Absolument, avec Karine Elbert, alors musicienne virtuose, double prix Charles Cros, et qui a mis au point, après avoir joué du cristal bachet, alors il n'y en a pas beaucoup dans le monde, qui a mis au point un instrument de musique qui s'appelle le maestro, qui peut être utilisé par les enfants polyhandicapés. Allez-y maintenant, la musicienne c'est vous qui l'avez conçu, faites-nous une démonstration. Voilà, alors j'ai devant moi un plateau qui est en bois ou peu importe en bois avec des palets et je les mets comme un peu c'est comme des palets de hockey sur glace. Oui, voilà. Alors c'est un peu le jeu, je mets l'étoile, le carré, le rond, c'était les jeux où on emboîtait les formes dans les formes. Absolument. Donc j'ai un palais avec la mélodie, les instruments qui accompagnent, les batteries et les basses. Et là je vous ai mis la chanson la plus connue au monde, je vous la mets, voilà. Donc on pose le palais et on a un premier instrument. Quand on tourne ce même palais, on a un deuxième instrument. Quand on tourne, on a un troisième. Et cette mélodie est jouée avec 4 instruments. Ensuite, je pose les autres palets. La harpe, la guitare. Je vois vos yeux émerveillés, ça fait plaisir. Et je pose la batterie. Et les basses. C'est génial. Je fais une version classique. Non, vous n'êtes pas sur Radio Classique, mais sur Sud Radio. Je fais une autre version. Je fais ton boulot là, Philippe. Ah oui, non, mais c'est oui. Et jazz. Et après, je mélange. Ouais, vous mixez en fait comme un DJ. Ah oui. Je mixe comme un DJ, c'est moi qui choisis ce que je mets, ce que j'enlève. Et il n'y a pas de connaissance musicale. Et je crois, Karine, il faut préciser, ça n'est à partir que de véritables exécutions de musique, ça n'est pas de la synthèse, hein, c'est ça ? On l'a perdue, ça y est, elle est dans son... Mais Karine, est-ce que c'est plus de l'ordre du jeu ou il faut être vraiment musicien pour que ça soit harmonique ? Regardez. Et non. En fait, tout marche. L'idée, c'est sans connaissance musicale. Ah oui. L'accessibilité à la musique pour tous. En fait, je vous l'explique, pour la radio, ça va aller très simple. En fait, on a 4 positions possibles par palais. Et nous, on fait 4 arrangements. Ça veut dire le premier arrangement, c'est le plus classique. Le deuxième, jazz. Le troisième, cubain. Et le quatrième, électro. Pour la basse, la batterie, les guitares et tout ça. Et ensuite, on peut tout mélanger. C'est-à-dire qu'on peut mélanger absolument tous les styles, électro, classique, cubain, pour juste une musique. Et on a 3124 possibilités pour Au clair de la lune, ou pour la petite berceuse de Brahms. Et puis on a fait aussi des histoires où là, c'est que l'imaginaire. Je marche dans la forêt, ou la nuit, ou il y a du vent, avec un cheval. J'arrive dans une église. C'est génial. Ah, enfin, le mot est lâché. C'est génial. Alors, je te disais. Karine, Alors, en fait, on a fait...
Vas-y. On a fait des musiques, et puis on a fait aussi ce qu'on appelle les contes, c'est-à-dire un univers sonore pour l'océan, le voyage, l'aventure, où on peut, si je mets un craquement avec une église, des cloches, c'est une église. Si je mets un craquement avec la mer, c'est un bateau. Et si je mets les craquements avec un cheval... En fait, c'est magnifique pour éveiller les enfants aussi, tout simplement. Sans écran. Alors, bah oui, sans écran. Et pour tout le monde. Justement, ce qui est important, je crois, de rappeler, c'est que tout ça est né autour d'un enfant polyhandicapé, avec le drame que ça a représenté pour ses parents. Karine a cette approche de la musique intuitive, et pour le plus grand nombre, il y a le mélange, les approches. Elle est allée contre aussi une espèce de tradition des conservatoires français qui font qu'un enfant doit être confronté à la faute qu'il commet pour pouvoir la corriger, car c'est ça la doctrine, disons, principale de l'apprentissage de la musique. Et surtout, à partir de là, Karine a développé donc ce magnifique instrument qui peut permettre aussi bien à des enfants handicapés que des enfants qui n'ont pas de déficience, mais aussi des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, que des personnes dans des hôpitaux, etc., d'être sur une approche qui va développer complètement leur sens et faut le dire, la pratique de la beauté, parce que finalement, quoi qu'on fasse, c'est beau. C'est utilisable par beaucoup d'enfants, y compris... Alors, on a été, grâce au Covid, et on va dire ça comme ça, on a été très long à fabriquer, donc il arrive bientôt, mais du coup, on a été voir nos cibles, ce qu'on appelle des cibles. Donc, en crèche, les tout petits jouent avec la musique. Moi, je me dis que quand on joue avec la musique tout petit, la musique c'est facile. Si la musique c'est facile, peut-être qu'à 6 ans on a envie d'en faire. Dans le milieu de l'handicap, de quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin d'être valorisés, d'être autonomes, et l'émotion musicale a des bienfaits. Si vous lisez un jour la symphonie neuronale d'Emmanuel Bigan, qu'on a rencontré à Bruxelles la semaine dernière, c'est une vraie symphonie neuronale quand on écoute la musique, mais c'est de la musique active. Ça veut dire que quand j'écoute Michael Jackson, je peux pas enlever la guitare et mettre une harpe à la place. Or là, on peut en fait écouter la musique de façon active. Et puis pour tout ce qui est personnes âgées, elles ont besoin d'être valorisées, elles ont besoin d'estime de soi, elles ont besoin d'être autonomes et elles ont besoin de pouvoir partager. Et une dame en EHPAD, qu'ils n'ont pas entendu parler depuis 20 ans, qui a écouté Carmen et qui s'est mis à chanter les mots de Carmen. Donc dans tout ce qu'on appelle toutes les personnes fragiles de la petite enfance, ceux qui n'ont pas encore accès à la pratique musicale, l'handicap, ceux qui n'auront jamais accès, et les personnes âgées, ceux qui n'auront plus accès. Stéphane Pellet. Expliquons aussi que donc c'est un projet presque industriel, puisque c'est un beau projet qui est développé autour d'un incubateur dans la région de Caen, c'est ça, en Normandie, avec, on l'a dit, l'appui scientifique du CHU de Caen, notamment un professeur spécialiste de ces questions. Docteur Dakache. Voilà, exactement. Et donc c'est un très très beau projet pour aussi ceux qui nous écoutent, les collectivités, les EHPAD, les IME, tous les responsables qui sont en lien avec les publics dont il faut développer au maximum les sensations, les émotions. C'est un très très beau projet, et puis c'est un projet français et qui est unique au monde, un peu comme le cristal Bachelot. C'est un peu terre à terre ce que je vais poser, mais combien ça coûte ? Combien ? Bah oui, évidemment. Aujourd'hui, cet objet sorti de notre usine, puisque c'est nous les fabricants, coûte 1 200 €. Il partira bientôt en distribution, donc il coûtera plus cher. Donc je vous invite à nous à nous écrire à nous. Si voilà, nous on le commercialise jusqu'à fin juin. Après, il part en distribution, mais avec des distributeurs qui ont une éthique extraordinaire et qui vont chercher les financements. Oui. En proposant le maestro. C'est-à-dire que l'EHPAD qui veut acheter un maestro, ce distributeur va chercher les financements qu'il faut dans les fondations, etc. Donc c'est un instrument qui a une éthique et qui a un partage pour les plus fragiles. Est-ce que c'est un instrument de musicothérapie ? Et déjà, qu'est-ce que la musicothérapie ? Parce que la musicothérapie, c'est par le biais de la musique retrouver le lien. En fait, les soignants nous disent que c'est un objet musical relationnel non verbal. Ah oui. Un objet médical, relationnel, non-verbal. Musical, non-verbal. Oui, parce qu'on est en relation dans un non-verbal. Et on a cru que c'était vraiment que pour les publics empêchés, ce qu'on dit public empêché. Mais c'est surtout aussi pour les soignants, infirmiers, éducateurs qui sont pas forcément musiciens et qui du coup ont un outil pour partager un moment de musique. Et du coup, tout le monde est
Non, moi, ce que je trouve extraordinaire, il existe plein de projets, même portés par les collectivités, pour faire découvrir la musique aux enfants, pour initier certains enfants, notamment dans les quartiers prioritaires ou autres, à des instruments auxquels ils n'auraient pas accès. Et je trouve que, à un moment donné, de démocratiser cet objet et de le faire découvrir au plus grand nombre peut emmener aussi tous ces enfants à aller vers, en fin de compte, parce que l'échec, c'est bien, mais on a l'échec scolaire, on a l'échec dans la famille, on a l'échec social. Donc on pourrait aussi avoir un instrument qui amène l'enfant à aller vers la réussite et vers le beau, et peut-être les emmener plus tard à se découvrir une vocation. Donc moi j'invite les collectivités, les IME, tout le monde à acheter et à acquérir ce magnifique instrument. Vous avez joué un peu partout dans le monde, vous avez des ambitions internationales pour le maestro, parce que déjà c'est un nom vendeur pour la musique. Alors il va partir à l'international dès qu'on aura signé avec le national, c'est-à-dire la semaine prochaine on signe avec nos distributeurs. L'objet arrive début juillet. Donc avec le vrai, on va aller sourcer l'international dès le mois de septembre. Et puisqu'on est dans la page de pré-publicité, Karine Elbert est par ailleurs donc une musicienne, on l'a dit, concertiste, Cristal Bachet, etc. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de ses disques et de son activité sur son site. Karine, ça s'écrit K-A-R-I-2-N et Elbert, H-E-L-B-E-R-T.com. Ben voilà. Très bien. Magnifique et bravo. Faut tout féminiser, vous êtes une maestra. On peut faire le jingle en maestro, non? On peut peut-être faire le jingle avec le maestro. Avec le maestro, tiens. C'est une bonne idée. Allez-y. Ah, j'adore. Ah, c'est un petit côté musique de film d'aventure, là. Ça fait un peu, ouais. Ah, là, c'est ça, c'est des bons becs, ça, c'est ça. Bon, finalement, Nietzsche avait raison, sans musique, la vie serait une erreur. Merci à vous. Merci à vous. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On s'est engagé dans la musique et pour nos vraies voix citoyennes, nos deuxième association, on va s'engager tout court, Aurélie Gros. Eh oui, on va s'engager avec les engagés, ça donne envie déjà, même si on a vu l'engagement avec Karine Elbert juste avant pour la culture, et merci encore pour cette démonstration, je pense qu'on en reste tous sans voix. Ah oui. Donc les engagés, dont le président Alexis Costa est à mes côtés. Bonsoir Alexis. Bonsoir, merci pour votre invitation. Constantin également, donc merci Emma qui s'occupe de l'ouverture de toutes les associations dans les différents départements. C'est une fédération associative apartisane, je le précise, qui a pour objectif de promouvoir l'engagement citoyen, notamment des jeunes. Parce qu'on en a parlé au sommaire, les jeunes, ils vont de moins en moins voter, ils se reconnaissent pas dans les partis politiques, ils comprennent pas à quoi ça sert, toutes ces personnes qui, soi-disant, font des lois, donc on a du mal à les ramener vers le vote, on a du mal à les emmener vers l'engagement citoyen en général. Et donc, les engagés sont là pour justement ramener tout ça. Et à l'heure des élections européennes, je crois que c'est plus qu'essentiel, parce que je pense que ça va être un dimanche un petit peu de solitude dans les bureaux de vote. Donc comment s'est monté un peu, comment ça s'est monté, les engagés, parce que ça a quelques années maintenant. Les engagés sont là, ça rappelle une chanson pyrénéenne, les montagnards sont là, comme vous êtes toulousain. Allez-y, Alexis Costa. Effectivement, tout d'abord merci pour votre invitation. Et effectivement, les engagés donc ont été créés à Bordeaux, et non pas à Toulouse, à mon grand dame, donc par Grégoire Cascara. Donc c'était en 2017, suite au fort taux d'abstention donc au niveau des 18 à 35 ans, puisque je le rappelle, il y a eu un taux de participation à hauteur de 31%, donc ce qui était déjà très peu. D'ailleurs, on peut toujours le voir, puisque ce taux d'abstention en fait augmente à chaque élection. On a pu le voir notamment aussi au niveau des élections législatives de 2022, où on a atteint non, c'était 31% en 2022, pardon, et
et 29% en 2017. En 2017. Donc on voit qu'on bat des records à chaque élection, et nous, notre objectif étant de pouvoir sensibiliser donc notre génération à l'engagement, donc citoyen mais aussi entrepreneurial, hein. Et pour cela, donc on organise plusieurs types d'événements tels que des conférences, hein, des débats sur des thématiques d'actualité. Et on fait aussi des simulations, des travails de groupe sur des thématiques, donc notamment au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et à la fin donc de ces travails de groupe, on restitue ces propositions aux parlementaires pour qu'ils par la suite peuvent en découler un projet de loi. Donc, mais vous, en tant que jeune, quand on voit que moins d'un électeur sur 5 âgé de moins de 29 ans a voté de manière systématique depuis 2017, pour vous, en tant que jeune, qu'est-ce qui, entre guillemets, dégoûte les jeunes de la politique ? Parce qu'on a vraiment cette impression-là. Ils ne connaissent pas les enjeux des élections, ou du moins ça les intéresse pas. C'est pas qu'ils connaissent pas, c'est que ça les intéresse pas. Et ils ont l'impression que, en fin de compte, de voter, ça changera pas grand-chose. Tout à fait. C'est-à-dire que vous êtes jeune, donc vous discutez avec tous ces jeunes. Bien sûr. Disons que notre génération ne se reconnaît plus dans les partis traditionnels et sont aussi mal informés sur les actions des différentes institutions, que ce soit en mairie, au conseil départemental ou voire même au conseil régional. Notre génération est très mal informée sur leurs compétences à ces différentes institutions. Ce qui explique aussi ce taux de participation extrêmement faible, hein. Au-delà de tout cela, il faut aussi expliquer aux auditeurs qui nous écoutent que notre jeunesse n'est pas forcément dépolitisée. Mais plutôt... Alors qu'on est un des pays les plus politisés au monde. Dans les repas en famille, ça parle toujours souvent de politique. Ils s'engagent sur l'environnement, sur plusieurs causes. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être plus forcément attiré par les partis politiques. En revanche, on s'engage de plus en plus, notamment dans le milieu associatif. C'est intéressant. Et Emma Constantin est avec nous. Vous êtes responsable du développement des associations. Combien d'antennes aujourd'hui sur le territoire national ? Aujourd'hui, on en a 12 et on a de nombreuses antennes qui arrivent également. C'est génial en fait, parce que Alexis le disait... Vous êtes dans les 12 plus grandes villes de France, schématiquement ? Exactement, voilà, notamment les plus étudiantes. Oui. Lille, Marseille, Bordeaux, Lyon, Paris évidemment. Et de nombreux jeunes... Toulouse, évidemment. Toulouse, évidemment. Sinon, ça va mal se passer. C'est vrai. Et vous avez d'autres ambitions de développement vers des villes un peu moins grandes, parce que les 12 plus grandes villes de France, les 12 plus grandes villes étudiantes, ça fait beaucoup de monde, mais il y a aussi d'autres viviers à aller chercher, non ? Exactement, il y a certaines villes où on n'est pas encore présent, je pense à Montpellier, je pense à Rennes. Ah oui, ça c'est une grosse ville étudiante. Et puis pour ma part, je suis rochelaise, donc j'y crois à une antenne à La Rochelle. Mais alors quelqu'un qui veut monter une antenne, il vous contacte, n'importe qui peut monter une antenne, les engager dans sa ville ou dans son département Effectivement, la plupart de nos membres sont déjà engagés dans des associations, dans des mouvements citoyens, mais n'importe qui, motivé, jeune, du lycée jusqu'aux jeunes actifs, on est très ouvert et évidemment, si on a envie de porter l'engagement, ces jeunes sont les bienvenus. Comment vous allez les chercher justement, ces jeunes ? Alors ça se fait beaucoup par le bouche à oreille. En réalité, je pense que c'est ce qui marche en général dans l'engagement. Pas forcément les réseaux sociaux. Les réseaux aussi. Je pense que c'est notre deuxième biais, je pense, de recrutement. Mais beaucoup par les réseaux respectifs. Et puis en tant qu'étudiant, en général, on change de ville très facilement. Dans le cadre de nos masters, même entre le lycée et le monde universitaire. Donc finalement, on arrive à se développer assez bien. Et j'avoue que j'en suis un peu fière. Et quels sont les thèmes que vous abordez ? Parce qu'on peut vite justement tomber dans le fait d'être politisé aussi dans ces associations. Il y a tous les profils ? Oui, alors ça c'est un truc auquel on tient beaucoup. L'association et la fédération a été créée par le constat de l'abstention des jeunes. Donc nous on a vocation à amener les jeunes à aller voter notamment, mais à s'engager de manière plus globale. Et on veut pas prendre de couleur politique, de parti. On invite des élus, évidemment. Mais on essaie de le faire sur l'ensemble de l'échiquier politique, de la gauche à la droite, en passant par le centre. On veut vraiment pas être associé à un parti, on veut que les jeunes aient envie de s'engager parmi nous, sans avoir d'idées préconçues en nous rejoignant. Stéphane Pellet veut réagir. Oui, moi je voulais juste un peu changer la perspective. Vous avez dit tout à l'heure que les jeunes sont peu informés finalement sur les enjeux, ou de moins en moins, et donc moins en moins motivés. Ils sont peut-être engagés sur des causes, mais par contre ils ne comprennent de moins en moins les rôles des institutions. Mais par qui sont-ils informés pour l'essentiel ? Donc des médias
a qui font plutôt du spectacle politique que réellement de l'analyse politique. Non, il faut le dire, c'est souvent ça qui détermine, c'est l'audience. Et puis vous avez les réseaux sociaux, c'est ça, qui souvent ont aussi une façon de montrer la vie. Oui. Moi, je le sais, enfin les enfants nous parlent de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Je vais pas citer de marque, mais il y en a une qui est très connue et qui commence à avoir de sérieux problèmes aux États-Unis. Vous voyez laquelle? Où par exemple, on ne voit plus que des agitations plus ou moins rigolotes. Si on veut avoir un peu de popularité, il faut passer là-dessus. Et vous vous souvenez d'un monsieur Djebari, par exemple, un ministre des Transports, qui pour un peu n'a presque été viré du gouvernement parce qu'il était devenu trop populaire sur cette fameuse application. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer là-dedans? Parce que si vous continuez à essayer d'informer, vous aurez du mal à passer cette barre finalement. Complètement. Alors, tout d'abord, il faut savoir aussi que effectivement, les réseaux sociaux, c'est l'un de nos principaux outils de communication. C'est clair. Dans la mesure où nous sommes une génération qui est hyper connectée, on a grandi avec... qu'on appelle les digital natives en bon français. Exactement. Et ce qui fait que nous sommes obligé donc de passer par les réseaux sociaux. Alors effectivement, il faut toujours faire attention sur ce qui circule, notamment au niveau, alors je ne citerai pas de marque, mais sur les nouveaux réseaux sociaux où il y a beaucoup de vidéos, où on fait des formats courts, on essaye de tout simplifier, donc ce qui fait que en simplifiant tout, au final on perd forcément l'information. Donc pour cela, nous on essaye aussi d'organiser plusieurs types de visites éducatives, telles que la soirée des institutions. C'est un nouveau format qu'on a lancé cette année. Et ça se passe comment? Et donc ça se passe en 2 temps. Là pour le tout premier numéro, c'était à la Cour des comptes, où dans un premier temps on fait une conférence avec un moment donc de questions-réponses avec les représentants donc de cette institution, et par la suite on fait une visite donc au sein de ce haut lieu, donc où on va expliquer donc l'histoire de cette institution, pourquoi elle a été créée, et ainsi que son fonctionnement. Donc ça donne à la fois un format ludique, et ce n'est pas que derrière... Ludique, la Cour des comptes. Vous attirez quand même du monde chez les jeunes avec la Cour des comptes? Honnêtement, non, oui, on a eu quand même plus d'une 50aine de jeunes qui ont voulu participer à cet événement. C'est quand même... pas rien dans le sens où c'est quand même une première visite, mais au-delà de ça, on essaye aussi donc pour toucher plus de jeunes. On a aussi la partie entrepreneuriale, parce que l'engagement, c'est bien de parler de la citoyenneté, mais à côté de ça, il faut aussi de l'action, et ne serait-ce que dans les villes. La politique, c'est une chose, la citoyenneté aussi, mais il nous faut aussi il y a un développement économique aussi dans les villes, et ça passe notamment par l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle nous avons incubé en 2022 l'application Élise, le Tinder des présidentielles, qui avait fait plus de 3 millions d'utilisateurs. Et on voit que cette nouvelle forme, ce nouveau format en tout cas de interactif pour intéresser les jeunes à la politique a plutôt bien fonctionné. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons également incubé l'application Adeno. D'ailleurs, vous avez reçu on les a Mathieu Maillard il y a un peu plus d'1 mois, et on voit que ça fonctionne. Il y a un réel engouement, en tout cas, pour ces nouvelles plateformes. Que vous allez nous parler de Inceptio Lab, c'est ça? C'est ça, Inceptio Lab après la pub. Mais après la pub, mais vous savez, il faut garder les traditions culinaires. Moi, j'ai entendu qu'Emma était rochelaise, et ça m'a donné envie de manger une mouclade. Vous connaissez la mouclade rochelaise? Changé, Philippe. Non, parce que c'est tellement bon que ça. Mais arrêtez, j'ai faim. Il allait chanter, maintenant il parle de bouffe. Oui, c'est les bonheurs de la vie. C'est les vraies voix citoyennes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix citoyennes, et Aurélie, on parle engagement politique. On parle engagement des jeunes, surtout en politique, ce qui manque cruellement, et c'est ce que je disais hors plateau. Je disais que les jeunes, c'est eux qui allaient faire bouger les choses, qui allaient faire changer les choses. Mais nous sommes tous jeunes. Nous, on amorce, et eux, nous, on est encore jeunes. Nous, on amorce, et c'est eux qui vont aussi faire peut-être évoluer nos institutions. Et quand on a une jeunesse comme ça qui s'engage et qui a envie de faire bouger les choses, merci à Sud Radio de bien vouloir les recevoir sur votre plateau, parce que c'est à eux qu'il faut donner la parole, parce que c'est notre avenir. Et on reçoit justement les Engagés, qui est une fédération qui veut ramener ces jeunes vers la politique. Et on avait fait la coupure pub sur Inceptio Lab, qui est un incubateur rattaché à la fédération Les Engagés, qui vise à accompagner les projets
entrepreneuriaux à fort impact. Alors, expliquez-nous, vous nous en avez cité, mais allez-y, parce que je pense qu'il y en a plein, des projets Exactement. De notre jeunesse qu'il faut valoriser. Tout à fait. C'est-à-dire que on a vu au niveau de nos adhérentes et de nos adhérents que il y avait plusieurs projets qu'ils avaient en tête. Cependant, ils ne savaient pas vraiment comment se faire accompagner, comment développer donc leur projet et de pouvoir lancer leur projet. Et donc, faut savoir que Inception Lab, c'est très récent, puisque nous l'avons lancé à la fin de l'année 2023. Et on a eu pour le moment un premier projet incubé, donc qui est l'application Adeno, donc qui est une application qui est pour encourager les jeunes à aller voter aux élections européennes. Et même les moins jeunes, tout le monde peut la télécharger. C'est un jeu et ça vous permet de choisir votre candidat. C'est vraiment bien. Et Adeno. Tout en ayant aussi des fiches éducatifs donc sur les différentes compétences de l'Union européenne. Et donc nous, c'est vrai que pour tout cela, on voulait avoir une structure, en tout cas associative, juridique, pour vraiment cadrer ces projets, parce que il y a tellement d'incubateurs, tellement d'accélérateurs dans toutes les régions en France que un jeune peut facilement s'y perdre. Et donc nous, on voulait vraiment accompagner à travers donc des conseils juridiques, l'idéation, parce qu'il y a aussi une grosse étude de faisabilité sur les projets. Tout n'est pas forcément réalisable, ça faut bien le prendre en compte. Donc on est vraiment dans de l'accompagnement à travers du mentorat, en conseil juridique, conseil financier, et on va vraiment accompagner le projet de A à Z. Donc la première partie étant l'incubation avec l'idéation, l'étude de faisabilité, puis après par la suite l'accélération du projet jusqu'au lancement donc officiel donc du projet. Vous avez des exemples concrets, pardon Aurélie? L'exemple concret étant Adeno, puisque c'est notre tout premier projet incubé. On en a encore un autre qui est en cours, mais pour le moment on ne peut pas en parler. Puisque le lancement sera fait donc d'ici la deuxième partie de 2024. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de mettre des adhérents ou des adhérentes qui souhaitent participer de manière bénévole au projet. Ça fait à la fois une première expérience entrepreneuriale et à côté de ça, c'est aussi une belle expérience humaine, puisque ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir lancer un projet. C'est quand même une belle... Stéphane Pellet veut réagir. Oui, mais simplement, moi, que vous nous disiez, vous allez développer des antennes, donc peut-être nous dire dans quelle ville vous allez le faire, ça c'est intéressant. Et puis surtout, que vous nous disiez comment on peut élargir quand même à la jeunesse, toute la jeunesse. Parce que souvent on parle des étudiants, de ceux qui sont les plus formés quand même finalement aux, entre guillemets, sciences politiques. Mais il faut élargir à tout le monde, parce que c'est aussi du côté de la jeunesse qui travaille déjà et qu'on n'arrive pas à aller vers le vote, parce qu'on n'arrive pas à faire le lien entre le vote, les institutions et la vraie vie quotidienne. Comment vous pouvez faire ça? Alors déjà pour les villes qui arrivent, je citais tout à l'heure Rennes, Montpellier, on va se concentrer là-dessus pour la rentrée prochaine. Et puis pour élargir territorialement, on est fixé sur des villes. Mais ces villes font tache d'huile autour d'elles. Je pense par exemple à l'équipe de Clermont-Ferrand qui fait des événements dans les petits villages à côté. Donc ça, je trouve ça génial. Et ensuite, comment emmener les jeunes, pas forcément politisés, à s'intéresser à la politique ou en tout cas à la vie publique. On mène différents événements. Alexis parlait tout à l'heure des visites d'institutions, des ateliers au sein des assemblées. Moi, je pense à un événement qu'on a mené là au début d'année. C'était un concours d'éloquence en relation avec les centres Paris à Nîmes. Donc des jeunes au lycée pour la plupart qui s'intéressent pas forcément à la vie publique, qu'on a formés pendant plusieurs semaines et qui à la fin ont participé à un concours d'éloquence devant le maire, devant plusieurs élus qui étaient fiers de le faire, qui ont pris en compétence, et moi j'étais impressionnée de voir que eux avaient envie d'y participer déjà à un moment donné, mais de continuer surtout. Et ces jeunes qu'on a accompagnés sont venus ensuite à des événements qu'on a fait à l'Assemblée nationale par exemple. Et je trouve que ce genre de projet c'est génial. Donc c'est ce qu'on essaie de faire bien. Aurélie Gros veut réagir. Et justement, parce que vous parlez de maires, donc de collectivités territoriales, qui sont vos partenaires? Parce que moi, je pensais peut-être que vous avez des facultés qui sont partenaires ou avec qui vous pourriez créer des partenariats. Vous pourriez même aller jusqu'à des lycées ou du moins les conseils régionaux. Est-ce que vous avez commencé à lier des liens avec les collectivités? Je parle évidemment de régions, mairies, départements,
pour essayer de développer et de créer des antennes justement pour essayer d'aller attraper aussi ceux qui vont peut-être pas être dans la même fac, qui vont peut-être pas être dans le même monde étudiant, peut-être qu'ils vont avoir commencé à travailler à 16 ans, donc forcément c'est pas les mêmes jeunes puisqu'ils bossent. Voilà. Est-ce que vous avez commencé à explorer ces possibilités? Alors pour les universités, on travaille en étroite collaboration, puisque notamment à Paris, on a des antennes au sein des facultés. Je pense à la Sorbonne, je pense à Assas par exemple. Et puis pour les collectivités territoriales, évidemment, on est en relation avec eux. De nombreuses antennes visitent ces institutions. À Lille par exemple, ils ont été faire une visite du Conseil régional des Hauts-de-France, à Bordeaux, à Toulouse également. Donc on est en relation et je pense que c'est important de travailler ensemble, parce que si on veut aller par exemple dans des lycées, c'est la compétence de la région. Pour les collèges, c'est les départements. Donc évidemment, on travaille ensemble. Moi, oui, allez-y. Non, mais je me posais la question, comment nous, on peut vous aider pour aller encore plus loin? Parce que c'est important, on est aussi là pour soutenir le projet et vous amener à aller encore plus loin, avoir encore plus de jeunes. Il y a un site internet. Voilà, il y a un site internet, vous pouvez faire des dons. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez même d'ores et déjà adhérer. Je fais un don de Philippe. Là, vous me passerez l'expression, mais vu ma corpulence, c'est un don de poids. Donc oui, tout à fait, vous pouvez directement nous retrouver donc à la fois sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, LinkedIn, Facebook, mais nous avons aussi un site internet www.associationlesengagés.fr et vous pouvez aussi donc adhérer. Nous avons 3 tarifications en fonction de la situation de notre bénéficiaire. C'est 10 € l'année, donc sur Helloasso, 5 € pour les boursiers et boursières et 20 € donc pour les présidents et présidentes d'associations. D'ailleurs, je lance aussi un appel aux associations, en tout cas aux présidents ou présidentes d'associations qui peuvent nous écouter ce soir. N'hésitez pas à nous contacter parce que nous sommes vraiment partant pour lancer une nouvelle coalition associative. C'est pas mal, coalition associative, ça fait un peu coalition électorale ou les guerres des coalitions, c'est sympathique. Complètement, parce que nous devons aller au-delà des villes, nous devons aussi aller donc dans les communes où il y a très peu de lieux pour pouvoir en tout cas débattre sur des enjeux politiques au niveau national. Donc nous, on est vraiment là pour on lance un appel aujourd'hui pour lancer cette coalition et pouvoir avoir un impact beaucoup plus puissant donc pour les années à venir. Quels vont être les prochains sujets de débat? Dans le micro. Par exemple. Pardon, je me suis complètement... Vous obligérisez. Là, je suis... les prochains sujets... Alors, pour le moment, là, nous sommes sur les élections européennes. Faut savoir qu'en 2026, il y aura les municipales, mais je tiens aussi à préciser que début, en tout cas pour la saison, parce qu'on fonctionne en saison en fait scolaire, c'est-à-dire que pour 2023-2024, nous avons démarré au mois de septembre nos actions, nous terminons au mois de juin généralement. Fin 2023, nous avons fait une proposition d'un état des lieux sur l'engagement de la jeunesse sur la nouvelle plateforme citoyenne de la Cour des comptes. Typiquement, ça, ce sont des travaux que nous pouvons mener de manière collégiale. Et donc là, l'intérêt serait notamment sur cette coalition qu'on lancerait d'ici la saison 2024-2025. De pouvoir faciliter d'une part le vote au niveau de notre jeunesse. Oui. Stéphane Pellet, juste parce que pour finir et puis se laisser la conclusion entre guillemets à Aurélie Gros, juste pour dire que il y a beaucoup de résolutions qui ont été adoptées lors du dernier sommet citoyen et qui portent sur ces questions-là, notamment avec les associations qui s'appellent À voter, sur ce qu'on appelle la mal-inscription, et c'est très important pour les jeunes. On va permettre maintenant, ça a été pris en compte par le gouvernement, on va permettre aux jeunes de s'inscrire beaucoup plus tard sur les listes électorales, de changer plus facilement de ville. Donc je pense que ça, c'est un très très bon point pour le vote des jeunes. Tout à fait. Le mot de la fin, Aurélie Gros. Non, mais moi je voulais faire un appel aux élus locaux en général, aux institutions, pour qu'ils reçoivent ces jeunes, les engager, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que des jeunes pour parler aux jeunes, parce qu'ils se comprennent, parce que il y a une manière aussi de dire les choses, peut-être de vulgariser, parce qu'on a besoin aussi de vulgariser la politique. Donc je fais un grand appel à tous
nos institutions pour recevoir les engagés dans leur mairie, le conseil régional, le conseil départemental, et j'arrête et je stoppe, il y a la pub. Et voilà, c'est la fin donc, de cette voix citoyenne. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci pour ce beau moment musical et à demain.